Le renforcement des relations Iran-Russie dans le contexte géopolitique actuel. Et à cet axe, il faudra également rajouter la Chine, c'est-à-dire que on doit désormais parler de Iran, Russie, Chine, ou de manière plus globale, on va parler des BRICS, mais il faut noter que les BRICS sont totalement différents ici, là. C'est plus Iran, Russie, Chine, parce qu'il faut noter que si l'Iran résiste aujourd'hui face aux États-Unis, c'est particulièrement grâce à l'aide de la Chine et de la Russie, que ce soit technologiquement parlant, financièrement parlant avec du commerce, et puis aussi en termes d'armement et de partage de renseignements. Tout d'abord, il est important de reconnaître que cette coopération est en partie motivée par les pressions extérieures communes, justement, quand on regarde aujourd'hui sur la scène internationale, géopolitique et géostratégique, on peut tout simplement constater en fait que euh, l'adversaire principal de la Russie, bien qu'il y a l'Europe, mais c'est aussi les États-Unis principalement, parce que ce sont eux qui fournissent une grande partie de l'armement qui est utilisé aujourd'hui en Ukraine. Et puis, quand on regarde l'adversaire direct de la Chine, c'est les États-Unis. Et aujourd'hui, quand on regarde l'adversaire direct de l'Iran, c'est tout simplement les États-Unis auquel il faut rajouter Israël. Voilà, donc aujourd'hui, il faut connaître qu'ils ont un adversaire commun, donc d'où une coopération mutuelle. Donc, c'est donc ce qu'il faut noter particulièrement sur ce premier aspect. Et puis, quand on regarde donc de manière un peu plus proche, on peut donc constater qu'il y a d'abord l'Iran et puis il y a la Russie et la Chine qui viennent en aide et qui sont tous face aux États-Unis et à l'Europe. Et, à ces duos, c'est-à-dire États-Unis-Europe, on va donc rajouter tout simplement euh, Israël et peut-être certains pays du Golfe. Donc, quand on regarde un peu de plus près ici en termes de diplomatie, on peut tout simplement et aisément constater euh, cette différence ou bien cette coalition en regardant qui est-ce qui a condamné en fait les attaques coordonnées entre les États-Unis et puis Israël. On va tout simplement, on va tout simplement voir en réalité que parmi les premiers qui ont été à condamner, qui ont condamné en fait cette attaque, il y a tout simplement la Russie et puis la Chine qui ont condamné sans nuance. Et puis, il faut désormais noter également que cette attaque euh, des États-Unis vis-à-vis de l'Iran a renforcé la diplomatie entre ces trois pays et puis une coopération militaire accrue et ce qui est remarqué aujourd'hui sur le champ de bataille. Et puis, tous ensemble ont permis en fait de contourner des sanctions imposées par non seulement d'un côté l'Occident, mais aussi les États-Unis et ajouter à cela Israël. Parce que si économiquement l'Iran continue à tenir, c'est parce que la Chine s'est positionnée comme celle qui est capable de toujours continuer à acheter le pétrole de l'Iran malgré les sanctions qui ont frappé celui-ci. Et puis, militairement également, il y a une présence chinoise dans l'armement et puis une présence russe également dans l'armement qu'utilise l'Iran. Donc, ça veut dire qu'il y a donc ce renforcement diplomatique, un contournement des sanctions et puis ce renforcement militaire. Tout simplement, lorsqu'on a un ennemi commun, forcément, il faut se souder le coude pour pouvoir s'en sortir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Tout à l'heure, j'ai cité en réalité qu'il y a en termes de échanges commerciaux, il y a les échanges entre la Russie et puis l'Iran et la Chine, mais pas que, parce que il faut tout d'abord noter qu'il y a l'échange entre plusieurs pays qui ne sont pas forcément directement obéissant aux États-Unis. Donc, on peut constater que parmi ces pays, il y a la Turquie, il y a l'Irak, et l'Irak avec qui l'Iran entretient, du moins partiellement,
des relations plutôt bonnes. Les échanges entre la Russie et puis euh, l'Iran peut se faire via la mer sans avoir à faire face au blocus des États-Unis qui est en vigueur actuellement. Et puis les échanges entre la Chine et puis l'Iran peut également se faire par voie ferroviaire parce qu'il y a un train, il y a un chemin de fer qui a été inauguré il y a de cela environ 2 ans qui relie en réalité l'Iran à la Russie, l'Iran à l'Ukraine. Tout autant pour moi, l'Iran à la Chine. Voilà, donc il y a ce chemin de fer-là qui existe et qui permet en réalité les échanges commerciaux, un chemin de fer qui est beaucoup plus rapide que le passage par la mer. On a entendu d'ici et là comme quoi euh, l'Iran était au bord de l'effondrement, mais il faut noter en fait que le système pétrolier de l'Iran est résilient dans la mesure où en fait ils ont su gérer en fait euh, le pic de pétrole, diminuer les quantités. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les informations qui sortent dernièrement laissent croire en réalité que l'Iran a tellement de pétrole qu'il ne sait pas où le conserver et ce qui s'avère totalement faux. Donc on va donc explorer comment l'Iran a réussi à maintenir un système pétrolier robuste, même face à des sanctions internationales sévères. Tout d'abord, l'Iran a produit quotidiennement 3,3 millions de barils, un chiffre impressionnant dans le contexte actuel. Malgré les obstacles, l'Iran parvient à maintenir ses exportations avec un volume de 1,5 million de barils par jour. C'est une véritable preuve de résilience, c'est-à-dire en réalité qu'ils ont réussi en fait à baisser leur taux de production sans devoir manquer de place au conserver en réalité l'excédent. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont quittés de 1,3 million à 1, ils sont quittés de 3,3 millions à 1,5 million, ce qui a permis en réalité de limiter la production tout en exportant une certaine quantité non négligeable de leur pétrole. Quand on parle des exportations aussi, là, il faut noter en réalité que l'Iran s'appuie principalement sur trois partenaires commerciaux pour exporter et rendre sa production pétrolière résiliente. L'Iran s'appuie sur les trois principaux partenaires pour soutenir leurs exportations et compenser en fait la restriction imposée par les sanctions. Ces relations stratégiques permettent à l'Iran de contourner en fait les contraintes économiques et de continuer à prospérer dans un environnement complexe, tout simplement. Quand on parle ici, parmi les trois partenaires de confiance, il y a bien évidemment en premier lieu la Chine. Voilà. Malgré les rumeurs de sabotage interne et d'effondrement imminent, l'Iran démontre une remarquable capacité d'adaptation. Le pays maintient sa production à 3,3 millions de barils par jour grâce à trois stratégies clés. Réduction contrôlée de la production, c'est ce que je disais tantôt, transformation interne des ressources et puis réorientation des exportations vers des partenaires alternatifs comme la Chine et puis la Russie. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine résilience de l'économie et de la production pétrolière de l'Iran, ce qui leur permet en fait de maintenir la tête sur l'eau. Voilà, c'est un peu comme ça que l'Iran parvient en fait à non seulement à s'armer et aussi à maintenir une certaine économie et équilibre sociétal dans le pays. Prenons maintenant le cas du détroit d'Ormuz. Il faut noter qu'avant euh, la guerre, le détroit était complètement ouvert, complètement gratuit et qu'il y avait plus de 170 navires qui transitaient par jour via ces détroits et qui représentent environ un quart ou un tiers de la production mondiale du pétrole. Aujourd'hui, il y a moins de navires et sous surveillance de l'Iran.
Donc, le détroit d'Ormuz, non seulement, bien qu'il soit très important, aujourd'hui, il est sous contrôle total de l'Iran, car ce sont eux qui décident qui passe et qui ne passe pas. L'importance stratégique du détroit d'Ormuz, tout simplement aujourd'hui, le détroit d'Ormuz représente une ligne rouge stratégique absolue pour l'Iran, tout simplement. L'Iran exerce un contrôle souverain sur les îles Abu Massa, Grande Tombe et puis la petite Tombe. Position clé pour la surveillance maritime. Cette maîtrise territoriale confère à l'Iran un levier considérable dans les négociations internationales, passant des conditions strictes pour toute réouverture et allègement des restrictions punitives. Alors, portuaire autant pour moi. En réalité, il faut noter ici là, en fait, que le fait que l'Iran ait la possibilité et la capacité de contrôler le détroit d'Ormuz change complètement la donne. Parce qu'en fait, le contrôle du détroit d'Ormuz fait en sorte que les prix du pétrole s'envolent tout simplement. Et si du prix du pétrole s'envole, il y a plusieurs pays, du moins tous les pays d'ailleurs, sont concernés et ça crée des mécontentements tout simplement. Et à partir de là, il peut donc mettre ça sur la table. Ce soir, on négocie de manière très équitable et on voit comment est-ce qu'on peut rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est d'ailleurs ce qu'eux, ils avancent, c'est-à-dire en réalité qu'il faut que les sanctions soient levées, on verra ça tout à l'heure, avant que, et puis, ce qui va suivre, en fait, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz aussi simple, tout simplement. Donc, en fait, les conditions iraniennes, comme je le disais, pour la réouverture du détroit d'Ormuz, il y a parmi la première des conditions, c'est la levée partielle de la restriction portuaire et puis la maîtrise du paysage maritime et puis le maintien de la souveraineté sur le détroit. C'est-à-dire, en fait, oui, ils veulent ouvrir, réouvrir le détroit d'Ormuz, mais il doit rester sous leur contrôle, tout simplement. Voilà ce qu'ils avancent. Priorité diplomatique iranienne, en fait, c'est la fin totale des hostilités parce qu'ils ne veulent pas que, lorsqu'on va mettre fin à la guerre, que du jour au lendemain, qu'ils soient réattaqués. Donc, ils veulent une fin totale des hostilités et ce, sur tous les fronts, y compris au Liban. On dit la garantie contre de nouvelles frappes, c'est ce que je disais tout à l'heure, la discussion sur Hormuz, c'est-à-dire qu'ils veulent récupérer les droits de douane, du moins, je ne sais pas comment on va dire, le droit de passage sur le détroit, et puis voir comment est-ce qu'ils vont balancer ça, créer un équilibre avec les sanctions, tout simplement. Et puis, le dossier nucléaire est en dernier lieu. Or, sauf que ce dossier nucléaire, chez eux, ils mettent ça en dernière position, sauf que du côté des États-Unis et d'Israël, ils veulent mettre ça en première position, suivi en fait du dossier du balistique, tout simplement. Le dossier nucléaire, parlons-en en tout cas, il y a abandon de l'enrichissement, l'Iran dit complètement non. On dit niveau d'enrichissement ajustable, là ils sont d'accord qu'ils peuvent ajuster le niveau d'enrichissement, mais ceci c'est en contrepartie de la levée des sanctions. Refus catégorique d'exportation. Voilà, euh, en fait l'Iran ne veut pas que son uranium vienne de l'extérieur, il veut enrichir son uranium et l'exportation en réalité cela concerne en fait le déplacement de son uranium enrichi vers l'extérieur. Sur ce, l'Iran dit un non catégorique. Est-ce qu'ils vont maintenir cette ligne à l'avenir? Je ne sais pas. Il faudra être attentif sur ce point, tout simplement. Et puis, ici, en fait, il y a également des débats internes sur la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'avant, il n'était pas question de construire une arme nucléaire. Et aujourd'hui, on constate en fait qu'il se murmure qu'il y en a qui sont favorables à la construction d'une arme nucléaire. Donc, de voix défendant l'arme nucléaire pour garantir la sécurité nationale et puis la fatwa anti-nucléaire
qui avait été mis en place par l'ayatollah Khamenei ou alors Khomeini, interdiction, interdiction religieuse. Et puis il y a le débat interne intense entre les pros et les religieux qui s'opposent. Par contre, il y en a des pragmatiques qui se disent, si on n'a pas cette arme, il sera toujours possible de nous attaquer. Et puis la portée controversée, la fatwa non contraignante à long terme. Donc, c'est-à-dire, en réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vu qu'il y avait une fatwa là-dessus, il peut arriver que cette fatwa soit tout simplement levée. Donc, ici, là, on peut tout simplement dire en réalité que la fatwa pourrait ne pas être contraignante à long terme. La question de la dissuasion nucléaire reste ouverte dans le débat stratégique iranien. Est-ce qu'ils vont aller au terme de ces discussions au point où de lever la fatwa et construire l'arme nucléaire? Ça, c'est une question à revoir. Évolution de la position américaine, les déclarations de Donald Trump sont jugées euh, déconnectées de la réalité sur le terrain. L'Iran est perçu comme toujours militairement capable et négociant fermement ses positions face aux pressions américaines. Téhéran maintient une posture de résistance stratégique démontrant sa capacité à défendre ses intérêts tout en restant ouvert aux discussions diplomatiques. Il faut noter que ils ont quasiment participé à toutes les réunions diplomatiques, des discussions, des négociations, je dirais, qui ont été prévues. Donc, quand on regarde en fait ici l'analyse entre le réalisme, la déconnexion, les forces et les faiblesses ici, on peut constater tout simplement en réalité ici là que quand on prend la ligne entre de faible à fort et puis des réalistes à déconnecter ou alors les déconnecter à réalistes, on constate en fait que la position américaine est plus dans les mauvais côtés, dans du mauvais côté, et le côté où on pouvait dire en réalité que c'est réaliste et fort, alors il n'y a absolument rien. Mais le côté qui peut aujourd'hui est un peu en jaune, c'est plutôt les négociations. Certes, les négociations sont, se déroulent, mais il n'y a pas encore des raisonnements concrets et réalistes qui permettent de venir à bout d'une guerre, de cette guerre, tout simplement. La pression navale américaine est indirecte. Il faut noter que les États-Unis ont imposé en réalité un blocus, du moins qu'on appelle blocus du blocus, c'est-à-dire que l'Iran a déjà imposé un blocus et puis les États-Unis sont venus également imposer le blocus, c'est-à-dire en réalité qu'il y a certains navires qui ne passent pas au point où ils ont arraisonné certains navires iraniens et l'Iran a riposté en arraisonnant certains navires également, qu'ils soient des États-Unis ou pas. Les opérations navales américaines se concentrent dans l'océan Indien, loin des détroits d'Ormuz, justement parce que s'ils s'approchent du détroit d'Ormuz, ils s'exposent à une frappe iranienne aussi simplement. Donc la saisie de pétroliers s'effectua à distance, contredisant l'idée d'un blocus maritime strict, parce qu'il faut noter à ce jour que, et malgré le blocus américain, il y a toujours des navires et des pétroliers qui passent, soit en longeant les côtes pakistanaises, soit tout simplement parce que ce sont des navires, ce sont des pétroliers chinois, voilà, tout simplement. C'est ça. Et puis la situation militaire actuelle, bilan des opérations après 20 jours de cessez-le-feu, on constate qu'il y a une certaine accalmie, même si sur certains fronts, on constate toujours qu'il y a des échanges de tirs, de roquettes et de missiles. C'est notamment le cas du front qui se trouve au Liban. Voilà. Et puis voilà, de fronts actifs et puis de fortes consommations de munitions du côté des Américains où il s'est dit aujourd'hui qu'ils seraient à court de munitions, peut-être pas totalement, mais si la guerre continuait, ça pourrait paraître comme une situation catastrophique pour eux et les laissant complètement nus si une éventuelle
guerre venait à éclater face à d'autres pays, notamment on pense à la Chine euh, sur l'île de Taïwan. Voilà. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette situation militaire. Impact climatique et radar. Après plusieurs années de sécheresse sévère autour des terrains, des pluies importantes ont été observées. Récemment, une hypothèse spéculative circule concernant une possible lien avec la destruction des radars militaires, mais aucune preuve scientifique ne soutient cette théorie. Les experts météorologiques attribuent ces précipitations à des phénomènes climatiques naturels. Parce qu'il faut noter qu'il y a encore de cela quelques mois, l'Iran était au bord du gouffre, c'est-à-dire que la sécheresse était tellement importante que ils avaient envisagé tout simplement de déplacer la capitale Téhéran vers un autre endroit. Est-ce que c'est encore d'actualité? Certainement, mais puisque la guerre a pris place, donc c'est un sujet qui est reposté à ultérieur. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a des fortes précipitations, donc il n'y a plus un manque d'eau comme il y a de cela quelques mois. On dit contact diplomatique indirect, justement, en fait, depuis la guerre, il y a des contacts diplomatiques qui ont été établis via des partenaires, notamment le Pakistan, qui fait office aujourd'hui euh, de discussion, de terrain de discussion et qui se positionne comme un partenaire neutre, comme une puissance neutre, parce que dialoguant en même temps avec les États-Unis et en même temps avec l'Iran et aussi avec la Chine et puis la Russie. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, elle fait office de partenaire fiable pour les deux camps. Voilà, et c'est elle qui essaie de mener les discussions. Et c'est d'ailleurs le canal principal, même s'il y a eu par le passé les discussions sur plusieurs endroits, notamment à Genève. Aujourd'hui, c'est le Pakistan qui a complètement repris la main. Mais il faut cependant noter qu'il n'y a aucune percée dans ces négociations. Certes, on arrive à s'arranger sur un certain nombre de choses. Il y a le cessez-le-feu, bien évidemment, mais il n'y a pas de percée aujourd'hui qui permettent de mettre un terme à cette guerre. Et puis, selon les positions américaines, reprise possible des négociations, ou alors il y a aussi l'inverse, reprise possible de la guerre. En termes de conclusion, ici, là, on peut dire le renforcement stratégique Iran-Russie. Je rajouterai la Chine également que j'ai oublié de rajouter ici, là. Iran-Russie et puis Chine, et bien évidemment, dans un contexte multilatéral. Pourquoi j'ai d'ailleurs mis Iran-Russie? Parce que ce sont les deux pays qui sont aujourd'hui en guerre, l'un avec contre l'Ukraine et l'autre contre les États-Unis et puis Israël. De deuxièmement, parce qu'en fait, il y a un échange d'armements assez clair parce que la majorité des drones utilisés aujourd'hui par la Russie sur le terrain de l'Ukraine proviennent en réalité de la technologie initiale de l'Iran, même s'ils ont été améliorés par la suite. Donc, du coup, en fait, il y a aussi le service inverse qui a été fait, tout simplement. Et puis, la résilience économique iranienne malgré le conflit. Malgré tout ce qu'on peut dire, on constate aujourd'hui que l'économie iranienne est résiliente. Voilà. Et puis par la suite, importance cruciale du détroit d'Ormuz. On découvre aujourd'hui, même si se connaissait déjà, que le détroit d'Ormuz est crucial et c'est cassé entre guillemets, en fait, l'arme nucléaire de l'Iran parce qu'à tout moment, elle peut décider de la fermer et ou de l'ouvrir ou tout simplement de prendre le contrôle et voir et décider qui passe, qui ne passe pas. Et cette décision se fait en sorte que ça impacte gravement l'économie mondiale. En France, aujourd'hui, on paie un litre de carburant de diesel à quasiment 2,50 €. Aux États-Unis, le prix du gallon grimpe jour après jour. Donc, ceci, c'est la conséquence du prix du baril qui est vraiment exorbitant. Et puis, équilibre diplomatique fragile et débat nucléaire iranien, il faut noter que bien que les États-Unis se focalisent sur
l'uranium enrichi de l'Iran et puis sa capacité à enrichir l'uranium, il faut noter que l'Iran veut tout simplement esquiver ce débat, mais il faut noter que c'est aussi le jeu des négociations, essayer de demander plus pour essayer d'obtenir un certain minimum convenable à tous. Donc, je te remercie de m'avoir suivi. J'espère que ceci t'a permis de comprendre en fait un peu les enjeux qui se trament derrière en fait cette guerre et je reviendrai avec de nouvelles informations et de nouveaux éléments pour essayer de te tenir informé du pourquoi et le comment ce conflit. Merci et on se dit à la prochaine.